Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission, une émission finalement un petit peu autour de la disruption ce soir. Disruption d'abord dans le goût, puisqu'on sera avec le directeur général de Michel et Augustin qui va nous raconter comment pendant 2 ans il a réinventé la recette de la pâte à tartiner. On sera également avec un nouvel acteur de l'assurance, SPV Assurance, qui travaille depuis plusieurs années maintenant et qui prend la 4e place et qui vise bientôt la 2e. On sera également avec le directeur de Fauchon Hôtel Paris, qui lui tente de disrupter l'expérience client dans un contexte qui est quand même assez compliqué, évidemment, vous le savez. Xavier Fischer, le CEO de Datacala, viendra nous parler de sa nouvelle façon de traiter les données issues des vidéos et des images qui sont captées un peu partout dans nos environnements pour détecter le bon port ou non du masque. Et derrière, vous le verrez, ça entraîne tout un débat de société finalement. Et puis on terminera avec la folie des SPAC, puisqu'il y en a encore un qui vient de se lancer ce matin en France. Le patron de 360 Capital viendra nous dire pourquoi il a choisi de créer ce nouveau type de véhicule consacré à la tech. Ce sera d'ailleurs le premier SPAC dédié à la tech en Europe. C'est Bismart l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, je suis avec Sébastien Guillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Michel et Augustin. Alors Michel et Augustin, moi quand j'ai connu, au début c'était juste des gâteaux sucrés, après il y a eu les gâteaux salés, les desserts. Et là vous êtes lancé dans la bataille de la pâte à tartiner. Et quand je dis la bataille, c'est vraiment l'impression que j'ai eue, parce que des articles sur la pâte à tartiner, il y en a je sais pas combien tous les jours dans la presse. C'est ça, régulièrement. Et Nestlé s'est lancé en janvier, c'est un marché de 556 millions d'euros en 2020. Donc effectivement, j'ai compris qu'il y avait un gros gâteau. Il y a de la place pour plusieurs. Mais c'est quand même ultra concurrentiel. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller là-dessus ? Eh bien, en fait, ça vient d'un consommateur. C'est un consommateur qui nous l'a demandé. Il y a à peu près 2 ans, on était en train de faire une animation dans un magasin, dans un hypermarché. On a reçu cette carte que j'ai prise avec moi, où il y a écrit « S'il vous plaît, sortez votre pâte à tartiner ». On laisse toujours une petite boîte à idées sur nos stands. Non, sérieusement, c'est un consommateur qui vous... Sérieusement. Et du coup, on le cherche parce qu'on ne sait pas qui c'est. C'est un consommateur anonyme. Vous ne l'avez jamais retrouvé ? Non. Donc là, on va lancer une grande recherche pour trouver le consommateur qui nous a écrit cette petite carte, et on veut lui offrir 1 an de pâte à tartiner gratuite Michel et Augustin. Donc là, c'est sorti donc cette année, début mars, je crois, il y a à peine un mois, 3 semaines en fait. Ouais. Et j'ai lu que c'était 2 ans de R&D. Moi, c'est ça qui me fascine à chaque fois dans l'innovation agroalimentaire, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais derrière, faut faire de la R&D et pendant un certain temps, parce que les recettes, ça, c'est pas... Le truc, c'est que nous, on est les trublions du goût et on ne peut pas lancer la même pâte à tartiner que tout le monde. Donc quand on s'est lancé sur ce marché-là, au début, quand on a eu l'idée, on s'est dit, est-ce qu'on y va vraiment ? Il y a effectivement des gros acteurs face à nous, il y a plein de concurrence. Si c'est pour lancer la énième pâte à tartiner du marché, ça n'a pas grand intérêt. Donc comment est-ce qu'on pouvait changer et lancer une pâte à tartiner nouvelle génération ? On s'est rendu compte que la pâte à tartiner n'avait pas vraiment évolué depuis 60 ans et que la raison principale d'insatisfaction du consommateur, c'était la quantité de sucre. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut lancer une pâte à tartiner qui soit 2 fois moins sucrée que les autres ? Et donc ça, c'était compliqué, parce qu'il a fallu complètement réinventer tous les fondamentaux d'une pâte à tartiner. Ouais, ça change la texture, j'imagine. Ça change la texture. Une pâte à tartiner, c'est en gros la moitié de sucre, 20% d'huile. Et nous, un peu de chocolat, quoi. Un peu de chocolat et un peu de noisette, heureusement. Et donc, nous, on a essayé plein de choses. On a essayé du tofu, on a essayé de l'avocat, on a essayé plein de choses. Et jusqu'au moment où on arrive à quelque chose au final d'assez simple, c'est un mélange de lait et de céréales qui donne une texture assez onctueuse, assez crémeuse, et du coup assez différente aussi d'une pâte à tartiner classique. Et en rajoutant du chocolat, de la noisette, on est arrivé à une pâte à tartiner avec une grande spécificité, c'est qu'elle doit se conserver au frais. D'accord, parce que moins de sucre, parce qu'il était hors de question pour nous de mettre des conservateurs ou des additifs. Et la seule manière d'avoir cette pâte à tartiner qui reste bonne, c'est de la conserver au frais. D'accord, et du coup, par rapport à une pâte à tartiner classique, c'est combien de sucre en moins ? 2 fois moins. Ah oui, quand même, c'est pas rien. C'est bio aussi, j'ai remarqué, c'est obligé aujourd'hui ? De plus en plus. Les pâtes à tartiner aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 15% du marché qui est bio. Il y a 25% qui est sans huile de palme. Ouais. Donc c'est sûr que c'est des demandes de plus en plus importantes pour les consommateurs. Nous, au cœur de notre mission, c'est faire un produit qui est très bon. C'est le goût avant tout. Mais c'est aussi faire des recettes qui soient avec des bons ingrédients, si possible d'origine française. Le Made in France est très important pour nous. Des recettes simples, naturelles. Et du coup, le bio est une attente de plus importante pour les consommateurs. Et vous arrivez à sourcer vos produits suffisamment en France ? Par exemple, les noisettes, il y en a assez ? Alors les
noisettes, pour l'instant, non, c'est pas le cas. Il y en a pas assez. C'est bien ce que je pensais. On n'est pas parfait. On essaie de s'améliorer petit à petit. Mais les produits sont faits en France. Le lait, bien sûr, en France. Les céréales également. Mais la noisette, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et quand on fait comme ça 2 ans de R&D sur une pâte à tartiner, qu'on essaye, vous me disiez l'avocat, le tofu, il n'y a pas un moment où vous dites on n'y arrivera jamais Ouais, je pense que sur toutes les recettes qu'on développe en permanence chez nous, il doit y en avoir à peu près les 3/4 qui partent à la poubelle. Exactement. C'est naturel, c'est normal, on est prêt à faire ça, on est prêt à prendre des risques, et même parmi les produits qu'on lance, il y en a beaucoup qui au bout d'un an, 1 an et demi ne trouvent pas leur marché, ne trouvent pas leurs consommateurs, et du coup on doit passer à autre chose. Mais nous, c'est vraiment notre mission de surprendre nos consommateurs, c'est ce qu'ils attendent de nous, c'est comme ça que Michel et Augustin s'est lancé il y a 15 ans, et on est condamné à innover en permanence, et là on pense qu'on tient quelque chose d'intéressant. Justement, vous avez les premiers retours des consommateurs aussi Absolument, donc là ça fait 4 semaines. Ouais. On commence des grosses animations ce week-end. Ah mais il n'y a pas que au chocolat et voilà, et en plus on a lancé 3. Donc il y a cacahuètes, donc il y a la classique, choco-noisette et choco-intense. Exactement, donc la classique choco-noisette, aujourd'hui elle fait à peu près la moitié des ventes. Ouais. Et après, pour la place du numéro 2, il y a vraiment une bataille entre la chocolat intense et la cacahuète. La chocolat intense, on voit qu'elle plaît plutôt aux adultes. Oui, je suis pas surprise. Assez logique. Et la cacahuète, c'est un peu la surprise parce qu'elle est assez segmentante, c'est-à-dire qu'il y a des consommateurs qui vont pas du tout aimer, mais par contre il y en a d'autres qui vont être vraiment accros. Donc c'est pas forcément celle qui aura le plus fort taux de pénétration. Par contre, il y aura peut-être une très belle fidélité sur celle-là. Donc on prend les paris. Justement, puisque vous parlez de fidélité du consommateur, je lisais une analyse. Alors c'est vrai que je connaissais pas vraiment le terme marketing, mais finalement ça vous colle assez bien. J'ai lu que Michel et Augustin étaient une love brand, c'est-à-dire vous avez une espèce de relation quasi amoureuse avec vos consommateurs. Il y a beaucoup de storytelling. Là, c'est une preuve de plus parce que l'histoire du consommateur et la petite boîte. Alors je veux bien croire que ce soit vrai, c'est vrai. Mais c'est quand même. Comment est-ce que vous entretenez cette relation au quotidien? Parce qu'il faut pas décevoir après quand on est dans ce genre de relation-là. Une des convictions d'Augustin et Michel depuis le début, c'est ça va peut-être vous faire rire, mais de ne pas faire du marketing, mais de raconter en temps réel, sans filtre, notre histoire de manière ultra transparente et ultra honnête. Donc les portes de la Bananeraie sont ouvertes en permanence. Alors la Bananeraie, c'est votre c'est nos bureaux, social, c'est exactement. En ce moment, c'est un petit peu difficile, mais on est vraiment en relation au quotidien avec nos consommateurs, avec nos fans, avec notre communauté. Et c'est des gens qui nous aident à développer des recettes, qui nous donnent des bonnes idées. Et nous, on partage la vie de la tribu. Donc la tribu, c'est les collaborateurs. Et très régulièrement, sur les réseaux sociaux, on se filme, on se met en avant. C'est nos équipes qui sont sur les packaging. Et c'est aussi une fierté de faire partie de cette tribu et de partager en temps réel la manière dont on travaille. J'ai lu que dans votre relation client, vous utilisiez WhatsApp. Bien sûr. On utilise tous les outils que les consommateurs utilisent au quotidien. Donc ils viennent chez nous en direct, on les rencontre dans les points de vente, on communique avec eux par WhatsApp, par Facebook s'ils préfèrent, sur Instagram, etc. Tous les moyens sont bons, bien sûr également le téléphone. On met en moyenne 2 heures à répondre à chaque demande qui arrive chez nous. Et ce que je trouve très intéressant, moi ça fait 1 an et demi que je suis chez Michel et Augustin, c'est la quantité de consommateurs qui nous appellent ou qui nous écrivent juste pour nous dire qu'ils nous aiment bien. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. et qui nous demandent de continuer à avancer dans cette direction-là et de surtout rien changer. Donc ça fait vraiment plaisir. Oui, ça fait 1 an et demi que vous êtes chez Michel et Augustin. Vous les mentionniez tout à l'heure, ce sont les 2 fondateurs qui sont d'ailleurs présents sur le logo de la marque. La marque a été rachetée par Danone il y a 2 ans, quelque chose comme ça Alors complètement depuis 6 mois. Ouais, voilà. Et du coup, je me demandais si c'était pas un héritage trop lourd à porter quand même. Parce qu'ils sont omniprésents, même s'ils sont plus dans l'opérationnel. Ils sont là, alors ils sont toujours présents chez nous, ils sont dans le conseil d'administration, ils sont impliqués dans toutes les décisions importantes de l'aventure. Et c'est sûr que il y a leur héritage qui est très fort et c'est pour ça que c'est important pour nous. Mais c'est Michel et Augustin, c'est plus que la personne de Michel et Augustin. Aujourd'hui, on est une tribu de 100 personnes, 100 trublions. Et on s'appelle les trublions du goût. Et les trublions du goût, c'est aussi important et presque aussi connu, je dirais, que la marque Michel et Augustin. Et c'est vraiment une aventure humaine de jeunes gens impliqués, motivés, qui veulent faire avancer les choses et qui ont envie de révolutionner un petit peu tous les jours l'agroalimentaire en France. Cette marque avait aussi des ambitions à l'international. Il y avait une tentative aux États-Unis notamment. Est-ce que Danone va pouvoir vous
justement vous emmener à l'international. Où est-ce que vous en êtes là-dessus ? Alors, petite précision, donc c'est pas directement Danone en fait qui est notre actionnaire, c'est Danone Manifesto Ventures. Absolument. Mais c'est une nuance qui est importante parce que c'est un fonds d'investissement qui a été créé par Danone qui a pour vocation d'investir dans des petites startups qui ont l'ambition de changer un petit peu l'agroalimentaire dans le monde. Et du coup, ce fonds d'investissement nous aide et nous finance en fait dans notre développement. Et nous, on est très fiers de faire partie de cet écosystème qui a vraiment vocation à faire bouger les choses. On a une filiale aux États-Unis. On a 6 personnes qui travaillent aux États-Unis. On s'est lancé il y a 4 ans là-bas. L'année dernière a été très compliquée parce que plus de 2/3 de nos ventes, c'était du snacking ou de la vente en hors foyer. Et tout ce marché-là a été complètement à l'arrêt. Donc on est en train de changer un petit peu notre business model aux États-Unis pour essayer de se reconcentrer plutôt sur le retail. Et de plus en plus, on développe des produits spécifiques pour le marché américain qui sont développés par la filiale américaine. Parce que les goûts ne sont pas les mêmes en fait. Les goûts ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes. Et on essaie d'avoir un positionnement qui est le meilleur de la gastronomie française, mais avec un twist américain. C'est possible ça ? Là, on lance ce mois-ci un produit qui s'appelle les croissant chips, donc des chips de croissant, ce qui peut paraître un petit peu bizarre pour des Français. Là comme ça. Mais en fait, c'est comme si on prenait des croissants, donc une pâte feuilletée qui serait coupée de manière assez fine, et du coup, ça donne un petit biscuit assez croustillant, assez intéressant, sur le principe un petit peu comme d'un palmier, mais très fin, et on retrouve le goût du croissant. Donc c'est une tentative qu'on lance aux États-Unis, et pour l'instant, il y a des bons résultats. Alors, on parlait tout à l'heure du bio. Je disais que vous avez été certifié B Corp. Pourquoi est-ce que vous avez été jusque-là dans votre démarche ? Pour nous, c'est important parce que la certification B Corp, c'est la garantie qu'à côté des objectifs économiques et financiers, il y a aussi d'autres éléments importants qui doivent être pris en compte, comme l'environnement, comme les aspects sociaux, etc. Et c'est toujours quelque chose qui a été important pour Michel et Augustin depuis le début. Et donc, on a voulu faire l'effort d'avoir cette certification B Corp. On est parmi les premières entreprises françaises à avoir eu cette certification-là. Et dans ce cadre-là, en fait, on a pris un engagement qui est un engagement d'amélioration continue. Donc, début 2020, on s'est dit, on se donne 3 ans pour améliorer 100% de notre gamme sur tous nos produits, sur 3 critères. Un premier qui est la naturalité et la nutrition, un deuxième qui est l'environnement et les packs, et un troisième qui est tout ce qui est filière et matières premières. Et le lancement de la pâte à tartiner, c'est un très bon exemple de ça, parce que côté nutritionnel, on est très naturel et 2 fois moins sucré qu'une pâte à tartiner classique, donc 45% moins calorique qu'une pâte à tartiner classique. Côté environnemental, on a un pack qui est 100% recyclable, en verre, qui a vraiment été éco-conçu. Et puis surtout ce qui est matières premières, donc on est made in France, on est bio, etc. On travaille vraiment sur tous ces éléments-là. Et donc, à la fin de l'année, on aura déjà rénové 75% de notre portefeuille. Et c'est vraiment une démarche continue et une volonté d'aller toujours plus loin. Mais ça doit être un travail de sourcing assez impressionnant, en matière de fournisseurs notamment. Oui, sur les fournisseurs. Aujourd'hui, nous, on travaille avec 18 partenaires fabricants, un peu partout en France. Et ça nous donne une grande flexibilité, une grande agilité, la possibilité vraiment de travailler sur plusieurs catégories différentes. Donc, il y a 15 ans, quand on s'est créé, on fabriquait des petits sablés dans la cuisine d'Augustin et Michel. Aujourd'hui, on est présent sur 6 catégories. On a 120 références dans notre portefeuille. On a plus de 100 trublions qui travaillent avec nous. On a 18 partenaires fabricants et on lance 20 nouveaux produits, 20 nouvelles recettes chaque année. Donc, on devient une machine à innover et ça nous donne une énergie assez incroyable. Merci beaucoup, Sébastien Guillon. Je rappelle que vous êtes directeur général de Michel et Augustin. Merci beaucoup. Et je suis maintenant avec Jérémy Sebac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et président de SPV Assurance, courtier en assurance. Selon le Figaro Magazine qui vient de sortir, vous faites partie des 100 chefs d'entreprise les plus influents de votre génération, sous-entendu moins de 40 ans. En 10 ans, vous êtes devenu le 4e courtier grossiste français. Vous visez, je crois, la 2e place rapidement. Comment est-ce que vous expliquez la croissance de votre société ?
Eh bien, écoutez, déjà merci de m'inviter. Nous arrivons en fait à devenir le 4e courtier grossiste en France, principalement donc grâce au digital. Je voyais que vous appeliez distribuer l'assurance. En fait, c'est à peu près ce qu'on fait. On casse les codes de notre secteur. On a un ADN très digital. En 2016, on a fait une première levée de fonds et on a beaucoup investi dans le capital technologique au sein d'une filiale qui s'appelle Assureware, qui est une insurtech française reconnue comme telle. Et on a développé tous nos front office et tous nos back office qui nous ont permis de devenir maître de toute la chaîne de valeur de l'assurance. Et grâce à cela, en fait, on a réussi à négocier des partenariats très forts avec les plus grandes compagnies d'assurance et à avoir la confiance de courtiers de proximité qui cherchaient des capacités d'assurance pour justement accompagner leurs clients. Et grâce à cela, on a connu une croissance exponentielle depuis 2016 jusqu'en 2021 aujourd'hui. Et je dois reconnaître qu'on est très content. Bah, j'imagine. En même temps, j'ai regardé vos chiffres. Vous avez l'année dernière levé 70 millions d'euros, réalisé 2 opérations de croissance externe. Vous avez réalisé plus de 50 embauches. En fait, vous n'avez pas connu la crise l'année dernière. Vous, c'est passé inaperçu. On peut considérer qu'elle a glissé sur nous, mais on a quand même été un petit peu impacté. La réalité, c'est on pilote au budget, on a reforecasté. J'étais venu sur votre plateau il y a à peu près un an. On avait dit qu'on devrait faire 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. On avait déjà donc ces croissances externes dans les tuyaux. Il s'avère qu'on va plutôt tourner aux alentours de 75-80 millions. On clôture au 31 mars, donc les chiffres ne sont pas encore complètement sortis. La réalité, c'est que oui, on a un peu perdu en croissance, mais globalement, je dois reconnaître qu'on fait une année qui est assez remarquable. Les entreprises qui nous ont rejoints, donc l'assurance de l'Adour et le groupe CGRM, nous a permis en fait de consolider notre chaîne de valeur, à la fois donc sur la production. Donc l'assurance de l'Adour, c'est à peu près 15 000 nouveaux contrats en santé individuelle pour des seniors par an. Et CGRM est une société de gestion que nous avons rachetée au groupe Willis Towers Watson. Et qui, lui, en fait, effectivement, donc, liquide les prestations en frais de santé, donc tout ce qui touche au remboursement de mutuelles. Et on a complété notre offre et on a récupéré à peu près 300 collaborateurs grâce à ces 2 réquisitions et on est très satisfait. Donc au total, vous êtes à combien de collaborateurs Alors, on a dépassé les 400. Vous avez dépassé les 400 Ah, d'accord. Mais si j'ai bien compris, tous vos collaborateurs, enfin, tous ceux qui travaillent pour vous, en tout cas, ne sont pas salariés. Quasiment tous. Quasiment tous. Ah oui, je croyais que vous aviez une partie... Alors, on a 415 collaborateurs aux effectifs, 81% en France. Et ensuite, on a à peu près un réseau de courtiers de proximité qui distribuent nos offres. Et effectivement, donc là, ça représente une population importante de partenaires. Donc là, on a à peu près 1500 courtiers qui travaillent avec nous quasiment tous les jours. On appelle ça des codes actifs. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils font au moins une affaire sur notre gamme de produits dans l'année, avec lequel on D'accord, ah oui, donc ça reste relatif quand même. Voilà, donc 1500 courtiers. Et ensuite, eux-mêmes travaillent avec des commerciaux qui travaillent toute la journée avec nous, mais aussi en concurrence avec parfois aussi nos partenaires, que sont les grandes compagnies d'assurance ou d'autres confrères courtiers grossistes comme April ou d'autres confrères que je ne citerai pas là. D'accord. Alors, vous avez lancé en juin une nouvelle offre de complémentaire santé qui permet d'intégrer ses parents et ses beaux-parents en tant que bénéficiaires du contrat au même titre que ses enfants. Ça n'avait jamais été fait avant, ça ? Eh bien, écoutez, non. En fait, c'est une offre qu'on pourrait qualifier d'intergénérationnelle. En fait, c'est une offre que j'avais imaginée avant le Covid, en fait, quasiment un an, parce qu'en fait, avec la directive de la distribution d'assurance et la gouvernance produit, lancer un produit, aujourd'hui, dans notre métier, c'est relativement long. Et donc, on s'y était préparé presque un an avant. Entre-temps, donc, le Covid arrive et les personnes âgées sont devenues les personnes les plus vulnérables par rapport à cette crise sanitaire. Et on a aussi pris en compte les renoncements aux soins. Au tout début en fait, de la crise, au mois de mars, personne ne sortait de chez soi, c'était beaucoup plus compliqué. Et en fait, on s'est rendu compte, c'est toujours pas aujourd'hui, mais on s'était rendu compte qu'il y avait des pathologies qui n'étaient pas bien soignées ou quasiment plus soignées. D'accord. Et en fait, on s'est rendu compte que le produit était vraiment adapté. Et c'est pour ça qu'on a accéléré sa sortie. Et oui, effectivement, cette mutuelle est la première en fait qui permet de couvrir donc ses ascendants, à savoir parents ou beaux-parents, sur le même contrat, avec une facilitation de tous les outils digitaux associés, puisque comme nous sommes très tech, très digitaux, on a des espaces assurés où vous pouvez vous connecter, vérifier dans le respect du RGPD évidemment si justement les soins ont bien été faits. Et quand on est un enfant et qu'on gère pour ses parents,
pouvoir faire tout ça à distance en pleine crise sanitaire, c'était un vrai plus. Oui, surtout si c'est sur le même contrat, on n'a pas à galérer entre... Exactement. Mais alors, en termes de prix, ça coûte cher. On a fait des études. Par rapport à ces enfants, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes. En fait, on a fait des études. On a même fait un sondage Ipsos historiquement pour savoir justement quel était le ressenti des Français par rapport à ça. On avait même fait pousser l'étude jusqu'à quel prix moyen en fait ils étaient prêts à payer. On était quasiment dans les prix que nous proposions sur l'offre, à peu près 70 € en moyenne pour au moins une personne, donc quel que soit le prix. On était plutôt sur en fait, un prix moyen par rapport à un âge de senior en moyenne. Et la réalité, c'est que ça ne coûte pas beaucoup plus cher, au contraire, c'est ce que je disais sur différents plateaux. Vu qu'on a mutualisé, puisque globalement, en fait, on va abaisser l'âge moyen, puisqu'on va avoir des seniors, mais on va aussi avoir les enfants qui vont faire baisser techniquement en fait, l'âge moyen du contrat en complémentaire santé. On arrive à avoir des tarifs qui sont largement abordables, et voire même dans le marché. Et pour des seniors qui ont peu de moyens et qui ne peuvent pas forcément s'offrir une bonne complémentaire, ça peut résoudre le problème C'est aussi pour ça qu'on a lancé cette offre, parce qu'en réalité, les enfants peuvent très souvent prendre en charge parfois donc, des problématiques de petite retraite pour leurs parents, et le fait que ce soit eux qui puissent justement se faire prélever pour le compte de leurs parents, c'est un vrai plus. C'est-à-dire que plutôt que de laisser les parents payer leur propre mutuelle, ils le prennent pour leur compte, ils les rattachent sur leur compte, et c'est une forme de cadeau en fait, et c'est un vrai plus pour eux. Aujourd'hui, vous êtes le 4e courtier grossiste français. Qu'est-ce qui va vous différencier des autres si vous continuez à grossir ? C'est une très bonne question. En fait, on vise la place numéro 2. Voilà, c'est ce que je disais dans la presse professionnelle la semaine dernière. Qu'est-ce qui va nous différencier ? On va continuer à investir dans le capital technologique. On a beaucoup de postes ouverts, je le dis ici aujourd'hui. On recrute des développeurs, on recrute les 50 embauches que nous avons ouverts donc sur l'exercice 2020-2021, concernent évidemment tous nos services, mais y compris donc, notre filiale informatique. Et en fait, qu'est-ce qui va nous différencier ? C'est qu'on a aujourd'hui, donc, par l'intermédiaire donc, des Sling Capital et Tikeo Capital, donc, des financiers qui nous accompagnent. Ouais. Et je dois reconnaître que donc, nous avons l'air insolites pour pouvoir accélérer sur les croissances externes. Notre marché, en fait, se concentre de plus en plus. Et donc, nous, on veut profiter des opportunités de marché qui vont s'offrir à nous dès lors qu'on pourra le faire. Et je pense qu'en cumulant notre croissance organique et notre croissance externe, on pourra, d'ici 2021-2022, respecter l'ambition de la place numéro 2. Bon, vous reviendrez nous voir à ce moment-là. Avec plaisir. Merci beaucoup, Jérémy Sebag, cofondateur et président de SPVie Assurance. Et je suis maintenant avec Xavier Fischer, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Datacalab. Alors, c'est une start-up qui est spécialisée dans les technologies d'analyse vidéo depuis 4 ans maintenant. Et vous avez mis au point, il y a 8 mois, une technologie qui est capable de reconnaître le port du masque. Dans quel but, en fait ? En fait, on est capable, via des caméras en fait, qui sont déjà installées, d'analyser les flux vidéo et de compter les gens qui portent le masque ou non, sans jamais garder de notion d'identité. Un peu de la même manière que quand vous allez dans un stade et que quelqu'un compte avec un clicker le nombre de gens qui rentrent dans le stade, nous, on va être capable de compter le nombre de personnes qui passent et le nombre de gens qui portent ou portent pas le masque. Et à quoi ça sert ? Ça sert en fait à savoir à quel moment le taux de port de masque est plus ou moins bon, à comprendre que par exemple, et ça c'est une vraie donnée, que le masque est mieux porté la semaine que le week-end, de déclencher des annonces sonores, par exemple dans les transports en commun, sur les marchés de Cannes avec qui on a travaillé, de pouvoir rouvrir les marchés un peu plus tôt, dans le sens où on se rend compte en fait que le masque est plus ou moins bien porté. Le but, c'est de pouvoir quantifier un peu objectivement les gestes barrières, tout en respectant en fait la vie privée de tout le monde. Ouais, c'est ce qu'on voit là sur la vidéo qui est en train de passer. En fait, vous êtes capable de dire le masque, la personne qui porte un masque en dessous la bouche, celle-ci n'en a pas, l'autre le porte correctement, et de ensuite compiler toutes ces données. Exactement. En fait, là, si vous reprenez effectivement cette vidéo, vous voyez qu'il y a des carrés verts, orange, rouge. On garde que la couleur des carrés. On s'en fiche un peu de l'identité. On veut pas du tout savoir qui est qui. C'est pas du tout de la reconnaissance. Le but, c'est de sortir ces informations statistiques, de les compiler. Vous avez tout à fait raison. Et donc de faire ça en fait sur des centaines de milliers de personnes. Donc vraiment statistiquement, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à l'œil nu. Si vous voulez, on pourrait regarder 5 personnes et dire bon voilà, il y en a 3 qui portent leur masque et 2 qui le portent pas. Ça, ok. Mais le but, c'est de voir en fait quand est-ce que les taux de port de masque et quand est-ce que les flux augmentent ou diminuent. À quoi ça sert, encore une fois, par exemple dans les transports en commun, comment gérer le nombre de métros qu'on met par jour pour être certain que les gens en fait, sont pas trop proches les uns des autres. Et donc en fait assurer un service un peu dynamique avec un outil de mesure en continu.
D'accord. Mais vous stockez pas du tout d'images en fait. Exactement. En fait, le but de tout ce qu'on fait, Datacam Lab, on a créé ça justement, et c'est un peu ce que cette vidéo montre, il y a 4 ans, dans le but de ne stocker rien du tout. Donc vous voyez à gauche la vidéo et à droite ce que nos algorithmes voient. L'image, elle est traitée en 1/10 de seconde, donc 100 millisecondes, et elle n'est vue par personne. L'algorithme traite tout ça. Et on va garder que, comme je vous disais, la couleur des carrés. Ah, attendez, elle est vue par personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention humaine. C'est de ce flux vidéo là que je vois à ma gauche à moi, où je vois les personnes qui marchent dans la rue. Vous ne voyez que les carrés, c'est bien ça. C'est exactement ça. En fait, personne ne voit rien. Même les carrés, en fait, ça se passe dans un petit ordinateur. Ce qu'on va garder, c'est la couleur des carrés pour garder une statistique. Mais en fait, l'image n'est jamais stockée. Ce qu'on garde, c'est ce pourcentage de gens qui portent un masque ou non. Personne chez nous, personne chez nos clients garde l'image parce qu'elle n'existe pas. Et rien n'est envoyé sur Internet. Ce qui est important, en fait, c'est de se dire que ce qu'on envoie sur Internet, c'est cette statistique toutes les 20 minutes. Pas de cloud, rien du tout. Exact. Comme ça, en fait, il n'y a rien à voler. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de la cyber, etc. Comment sécuriser tout ça? Nous, en fait, le parti qu'on a pris, c'est de se dire on met rien dans le coffre-fort, comme ça, il n'y a pas besoin de le fermer. D'accord. Donc, en fait, une fois qu'on a filmé, que votre algo, il a vu les carrés verts, les carrés rouges, qui représentent les personnes qui portent bien le masque ou pas le masque, ensuite, vous, ce que vous recevez, ce sont en fait des résultats statistiques que vous transformez en graphique. Exactement. En fait, c'est ce que nos clients reçoivent. Nous, on collecte ça pour eux et on leur donne des choses comme ça. Donc là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. On voit que le masque, par exemple, donc ça, c'était une expérience qu'on a menée sur un mois dans différents réseaux de transport. Il est moins bien porté le week-end que la semaine. Et ça permet de mener des actions de communication, de dire que par exemple le masque, il faut aussi le porter le week-end. C'est pas qu'un outil qu'il faut mettre au travail. Et donc le week-end aussi, le virus est là. Et donc ça, c'est pas du tout notre métier. Mais nous, on est un partenaire technologique pour justement faire en sorte que sur les marchés de Cannes, dans les transports français, la techno qui est installée soit un peu française et européenne. Datacam Lab, nous, on a monté ça il y a 4 ans dans le but de créer un outil qu'on contrôle. Comme je vous disais, on est allé voir la CNIL, on a parlé avec eux pour leur présenter ce qu'on faisait, dans le but d'être vraiment transparent. Alors, justement, c'est là où l'histoire m'intéresse. C'est-à-dire, vous bossez avec la mairie de Cannes, vous bossez avec la RATP, vous allez donc voir la CNIL, et qui vous dit c'est super ce que vous faites, mais en fait, il y a un vide juridique, donc vous ne pouvez pas faire ce que vous faites, c'est ça? Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas encore de texte légal qui régit ce qu'on fait. On est vraiment, en fait, le texte qui nous contrôle, c'est le RGPD. Et le RGPD, il y a quelque chose dans ce texte-là qui est le droit d'opposition. Je ne vais pas rentrer dans de la technique, mais qui dit qu'en fait, chaque personne qui participe à un traitement de données personnelles a le droit de s'y opposer. Le problème qu'on a, nous, c'est qu'en fait, dans la rue, on ne sait pas qui est qui. Donc si vous passez une deuxième fois devant la caméra, on ne sait pas que vous vous êtes déjà opposé une première fois. Et vu qu'on ne stocke rien sur personne, en fait, parce qu'on ne garde pas d'image, en fait, on n'a pas de données personnelles. Donc la CNIL nous dit, on comprend bien votre problème, sauf qu'il n'y a pas de solution technique pour solutionner tout ça, il faut que la loi évolue. Et donc on se retrouve dans ce contexte-là en juillet dernier où on a décidé de mettre en pause toutes nos expérimentations jusqu'au moment où le contexte a un peu évolué assez récemment. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez fait pendant 8 mois? Parce que en fait, vous avez une techno qui visiblement fonctionne, qui semble, en tout cas du regard que je peux en porter moi à mon niveau, être potentiellement utile pour faire de la pédagogie ou voilà. Et en fait, vous êtes stoppé net dans votre élan parce que vous rentrez pas dans des cases. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on était un peu trop, à mon avis, en avance par rapport à la loi. La techno était bien prête, mais la loi n'était pas encore là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé tout ce qui est commercialisation chez nous. Donc, en fait, on a licencié une partie de notre équipe, malheureusement. Mais on ne pouvait pas, en fait, tenir. On s'est serré la ceinture et on a continué à faire de la R&D. Donc, en fait, on a gardé, si vous voulez, 90% de notre entreprise, c'est des chercheurs et des ingénieurs. Donc là, par exemple, on travaille sur la détection du masque FFP2 pour voir, en fait, combien de pourcents de masques FFP2, combien de pourcents de masques chirurgicaux, etc. Donc, on a continué à faire ça. C'est un travail qui nous a quand même occupé bien pendant les 8 mois, mais on ne commercialisait pas. Et assez récemment, la situation a changé. Donc là, on commence à redéployer un petit peu ce qu'on fait dans les transports. Mais c'est vrai que c'était un peu frustrant de se dire, dans le contexte dans lequel on est tous, on doit attendre un peu, parce que ces données-là, en fait, elles servaient vraiment à créer de la transparence avec les utilisateurs finaux. Tout notre but, justement, c'est d'être l'inverse de la surveillance. On veut être vraiment dans de la communication globale. Et donc, si vous voulez, les données, les pourcentages de taux de port de masque, ils étaient utilisés pour informer les utilisateurs des transports. Et potentiellement prévoir des distributions là où il y en a moins. Et voilà. Mais alors, quand vous dites que la donnée a changé récemment, c'est qu'il y a 15 jours, vous avez obtenu un décret qui vous permet aujourd'hui d'exercer et de commercialiser votre produit. C'est pas nous qui l'avons obtenu, c'est-à-dire qu'en fait la RATP, donc avec qui on travaille, avait reçu une demande de la CNIL qui disait qu'il fallait que le cadre légal évolue. Donc nous on était un peu dans l'attente, mais on savait pas si les choses allaient se débloquer un jour ou pas. On attendait. Effectivement, il y a 15 jours, on a appris qu'un texte avait été pris pour qu'on puisse reprendre ces analyses de port de masque. Donc il y a d'autres entreprises qui travaillent là-dessus, on n'est pas les seuls, mais le sujet c'est que ce texte-là a débloqué. Et pour la première fois, en fait, la France s'est un peu positionnée sur l'analyse d'images. Et grâce à ça, nous, maintenant,
on respecte les règles et les codes qui sont demandés donc par ce texte, et donc il y a un cadre légal simple sur lequel, qui nous permet de travailler. C'est une sorte de dérogation au RGPD ? Non, pas du tout. En fait, le RGPD prévoit dans l'article 23 que dans le cadre de l'intérêt public c'est quand on travaille pour des acteurs publics, type la RATP, etc., que s'il y a un texte qui vient dire que ce traitement justifie bien l'intérêt public, le gouvernement ou d'autres peuvent sortir un texte pour pouvoir ne pas passer par le droit d'opposition, donc dont je parlais en introduction. Et si vous voulez, tout le principe, c'est que nous, le droit d'opposition, techniquement, on n'aura jamais de possibilité de le respecter. Parce qu'en fait, vu qu'on ne sait pas qui est qui, en fait, on ne pourra pas savoir. Quand vous allez sur un site internet et que vous dites je veux pas avoir les pubs de Bismart, désolé. Sympa, merci. Personne ne fait ça. Vous mettez un cookie sur le site sur le navigateur de la personne, et donc quand elle revient le lendemain, vous savez que la personne a dit oui ou non. En revanche, dans la rue, comment savoir qui est qui ? On veut surtout pas faire ça, nous. Ça voudrait dire reconnaître. Et on veut pas du tout faire ça. Donc il n'y a aucune façon de garantir ce droit d'opposition dans l'espace public quand on fait les choses comme on le fait, c'est-à-dire de façon statistique. C'est-à-dire qu'en clair, si moi je me balade dans le métro sans porter mon masque, et que je fais un droit d'opposition aux caméras de la RATP, vous savez que je suis passée et que je n'ai pas porté mon masque, mais vous n'avez aucune notion de mon identité, et donc vous ne pouvez pas m'enlever de vos statistiques. C'est un peu ça. En fait, non, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas que vous êtes passé déjà parce qu'on n'a aucune notion d'identité, comme vous le dites. On a une personne qui ne portait pas son masque, et 20 minutes après, parce que la donnée, on fait exprès de la remonter toutes les 20 minutes au minimum. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme ça, vous êtes loin. Dans le métro, si on envoie une donnée 20 minutes après, la personne, elle a complètement changé d'endroit, etc. Donc on ne peut plus du tout l'identifier. Ça ne peut pas être un outil qui est utilisé ou détourné pour verbaliser. Pour faire du traçage ou exactement. Donc notre but, c'est vraiment statistique grande masse, et donc c'est des groupes de 100 personnes. Comme ça, déjà, vous allez faire partie d'un groupe, et on ne pourra pas du tout remonter à vous. Ensuite, le sujet, c'est que justement, le droit d'opposition qui est prévu pour mon histoire de pub quand vous ne voulez pas participer, nous, en fait, il a peu de sens parce qu'on ne garde rien sur vous. Donc en fait, oui, on fait un traitement de données personnelles dans le sens où on utilise l'image au tout démarrage, mais en fait, la caméra n'est qu'un capteur qui nous permet de faire ces statistiques. Et donc, le sujet, c'est qu'on on n'a aucune façon de garantir ce droit d'opposition dans le sens où on ne peut pas techniquement le faire. Comme je vous le disais, la seule façon, ça serait de traquer ce qu'on ne veut pas faire. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ce droit d'opposition n'a pas forcément de sens dans notre cas à nous, parce qu'en fait, on ne collecte rien sur vous. Donc si vous m'écrivez dans 10 minutes pour me dire « supprimez les données qui me concernent », ce qui est le principe... Quelles données ? Quelles données ? On n'a rien, on ne garde rien sur personne. Donc en fait, le sujet, c'est que nous, on essaie d'expliquer un peu ce qu'on fait, pour dire qu'en fait, voilà, ce qui est dangereux, c'est de savoir qui est qui. La reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale. Vous ne faites pas du tout de reconnaissance faciale. Je vais vous donner un petit truc hyper simple pour comprendre. Si vous me donnez 100 images de chat, je vais créer un algo qui permet de détecter un chat. 100 images de visage masqué, je vais détecter un visage masqué. 100 visages de Xavier, je vais détecter Xavier. Ça s'appelle de la reconnaissance faciale. Nous, on ne veut surtout pas détecter Xavier. Et donc, en fait, le but, c'est vraiment de faire les choses de façon statistique pour ne jamais collecter d'images. Parce que si on n'a pas les images, on ne pourra jamais plus faire de reconnaissance faciale, vu qu'on n'a pas l'information brute. Garder ces informations statistiques-là et pouvoir permettre en fait de changer ce qui se passe sur l'espace public. Par exemple, le taux de port de masque dans les transports en commun actuellement. Oui, en fait, c'est aussi une question d'éthique et de ce qu'on accepte ou pas. Oui, en fait, le vrai sujet, c'est que les gens, et c'est normal, enfin, moi le premier, quand j'ai rejoint, en fait, avant de cofonder DataCap, je travaillais aux US dans une boîte qui s'est fait ensuite racheter par Apple pour faire Face ID, donc tout ce qui est authentification dans le téléphone. J'y suis allé parce que ces sujets, quand on en entend parler pour la première fois, ça fait hyper peur. Mais du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on réglemente l'usage des technos ? C'est pas la techno elle-même qu'il faut jeter à la poubelle. Et donc, en fait, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que la techno, elle peut servir pour le bien ou pour le mal. Là, d'ailleurs, sur votre plateau, il y a plein d'électricité. L'électricité, ça peut permettre de faire la chaise électrique aussi. Et donc, en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on va utiliser la techno et comment on va l'implanter dans nos sociétés. Et nous, en fait, ce qu'on cherche à faire, parce que comme je le disais tout à l'heure, en fait, la loi n'est pas encore là sur ces sujets, c'est à expliquer ce qui peut être fait, pour que justement on débatte un peu tous, mais sociétalement, pas que les acteurs techno, c'est pas à nous d'être jugés partis en quelque sorte, sur ce qu'on veut créer demain via ces technologies-là. Parce que sinon quoi, on risque de se retrouver dans des technos, par exemple chinoises, avec un fichage quasi systématique, et c'est ça l'idée derrière ou... Regardez, moi je vous ai raconté un petit peu comment on faisait les choses, donc on ne stocke aucune image, les traitements sont faits pour ne rien envoyer sur Internet. La plupart de nos concurrents, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les images, ils les envoient sur Internet et ils les créent et ils les traitent sur des serveurs. Il y a eu pas mal de scandales récemment parce que des gens se sont fait hacker et justement... Notamment aux États-Unis cette semaine. Exactement. Et donc on a pu voir en fait ce qui était dans les serveurs et donc les images et donc les gens et donc après on peut reconnaître, on peut faire plein de trucs. Nous on a pris le parti de faire ce qui s'appelle du edge computing, c'est-à-dire de ne pas stocker les images et de les traiter localement. Donc ça c'est vraiment en fait le edge, ça s'appelle comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? C'est vraiment pour créer de nouvelles normes un petit peu, pour assurer
qu'on garantit en fait la sécurité du produit qu'on met au monde. Aujourd'hui, il y a plein de technologies et d'entreprises chinoises qui développent les mêmes choses que nous, des détecteurs de port de masque, qui les installent en France, un peu illégalement, mais le principe c'est que comme il n'y a pas de texte qui réglemente vraiment les choses, on ne sait pas ce qui est légal, pas légal, et aujourd'hui des acheteurs chez nos clients, ils n'arrivent pas vraiment à faire la différence entre ce qu'on fait et ce que les Chinois font. Sauf que bien entendu, l'entreprise chinoise, elle vend 100 fois moins cher parce que eux, ils ont un business model autour de monétisation de la donnée, etc. etc. Donc nous, si vous voulez que le gouvernement... Ce que vous ne faites pas du tout parce que vous avez des statistiques et pas de données perso. C'est exactement ça. Ouais. Et on ne peut pas entraîner nos algorithmes, par exemple, de par le fait qu'on a une caméra installée quelque part. Vu qu'on ne remonte rien, on ne crée pas de base de données. Et le modèle, généralement, des entreprises d'analyse d'images, c'est de créer des bases de données d'images sur les gens. Nous, on ne fait pas ça. Donc, en fait, on ne peut pas gagner de l'argent comme ça. Et donc, on ne peut pas proposer des produits qui sont compétitifs par rapport aux entreprises chinoises. Et donc, en fait, avoir des règles sociétales et des règles, enfin des lois, fortes, ça permet de nous protéger. Et donc, nous, on est vraiment là pour justement expliquer la différence entre edge et cloud computing et pour que demain, on puisse un peu débattre de ce qu'on accepte ou non en France. Parce que à refouler le sujet parce qu'il fait peur, et je suis d'accord, reconnaissance faciale, ce qui est fait en Chine et dans d'autres pays autour de ces sujets, c'est hyper inquiétant. En fait, une fois qu'on s'est dit ça et qu'on a compris, plutôt que de refouler un peu le sujet et de le mettre dans la boîte de Pandore qu'on rouvrira à un moment, il faut y aller, il faut le traiter, il faut débattre, il faut voir, il faut réguler. Parce qu'en fait, la loi protège, en quelque sorte. Et quelles sont les autres applications qu'il pourrait y avoir pour votre techno aujourd'hui ? Parce que là, ok, on parle du port du masque, mais j'espère qu'un jour, on va en sortir quand même. Mais il y en a des milliers. C'est-à-dire qu'honnêtement, le sujet, c'est que nous, ce qu'on va être capable de faire, c'est de créer des algorithmes qui vont pouvoir détecter des événements qui se passent dans des flux vidéo de façon statistique. Donc on peut penser par exemple à détecter de l'affluence dans des endroits. Donc dans les transports en commun, on en parlait en intro, on peut détecter quand il y a trop de monde dans le métro pour gérer le nombre de métros. Dans les centres commerciaux, on peut détecter les pics, les creux pour voir comment par exemple, quand on est une marque, on gère en fait le nombre de vendeurs qu'on va mettre. Le nettoyage d'endroits dans les rues, la voirie pour assurer une propreté un peu équilibrée, voir le remplissage des poubelles, voir quand il y a trop de monde ou pas assez de monde dans des endroits. La gestion de foule, de flux dans des stades quand il y a des événements anormaux qui se passent. Mais tout le sujet, c'est qu'en fait tout ça, ça nécessite d'être débattu au cas par cas. Parce qu'en fait, Pourquoi au cas par cas ? Parce que si vous voulez, le sujet, c'est que la technologie est développée tellement rapidement qu'en fait, il faut qu'on réfléchisse aux usages derrière, comme je disais tout à l'heure. Et donc, l'usage de la technologie d'analyse d'image dans un stade, c'est pas la même chose que dans les transports. C'est pas la même chose que dans des centres commerciaux. Et ce qu'il faut qu'on commence à faire, c'est à réellement décider ce que l'on souhaite dans nos sociétés de demain. Et nous, en fait, ce qu'on attend en tant qu'entreprise, on est plusieurs dans ce contexte-là, c'est d'avoir des règles claires pour pouvoir proposer des solutions technologiques qui répondent à ce qu'on souhaite en tant que société. Et si vous voulez, nous, on essaie un peu d'insuffler ce débat-là, parce qu'on attend que ça. Et surtout que, en fait, la vidéosurveillance, elle est déjà assez présente et dans pas mal d'endroits. En tout cas, dans les rues, dans les transports, dans les stades, tous ces endroits que vous venez de citer. Donc vous, en fait, vous arrivez et vous n'avez qu'à plugger votre techno dessus. Exactement. En fait, nous, si vous voulez, on met un petit ordinateur à côté de la caméra qui va transformer l'image en statistique. Et justement, je reprends le mot que vous venez d'employer de vidéosurveillance. Les gens ne savent même pas que nos images sont stockées pour 30 jours dans le métro, etc. Ouais. Nous, notre but demain, c'est de se dire, si on arrive à sortir les informations utiles de façon statistique, peut-être qu'on aura moins besoin de stocker l'image, en fait. Et donc, en fait, tout le monde nous dit, voilà encore un autre système liberticide qui va nous suivre, etc. Notre objectif, c'est de se dire que, si on sort les bonnes informations de ces vidéos-là, peut-être qu'on n'aura pas besoin de tout garder tout le temps. Le but, c'est vraiment d'avoir en tout cas la solution. Ouais, alors là, ça dépend parce que vous en faites pas le même usage. Vous en faites un usage hyper statistique. J'imagine qu'à la RATP, par exemple, les images peuvent être utilisées pour reconnaître un agresseur ou voilà. Et là, ce que là, vous ne pouvez pas faire avec votre techno, si je comprends bien. Enfin, non, pas du tout. On peut pas reconnaître. Mais si vous voulez, tout le sujet, c'est qu'en fait, à la RATP ou dans d'autres endroits, peut-être que 80% des images de vidéosurveillance, il y aura personne dans le couloir. Mais les données sont stockées quand même. C'est tout bête, hein. Mais en termes d'énergie, de stockage, d'information, etc., c'est peut-être mieux de ne pas stocker tout le temps. Et donc là, un algorithme pourrait permettre de balayer la chose, pourrait permettre aussi de détecter un événement anormal pour le remonter à l'opérateur, pour lui dire, tiens, il y a quelque chose qui se passe sur la caméra 42, regarde. Parce qu'encore une fois, le but, c'est vraiment d'avoir un outil qui permet de sortir de l'information de grandes données, enfin, un peu de big data, en quelque sorte, pour pouvoir mettre ça en avant. Et tout le sujet, c'est que la question, c'est que la technologie est là. Nous, on essaie de développer une technologie française qui respecte un peu les règles sociétales qu'on a. Et que maintenant, il faut vraiment réfléchir aux usages qu'on fait de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'acteurs, même en France, qui font plein de choses. Et il manque clairement un cadre légal. Et on est dans une zone grise. On a pas mal parlé avec la CNIL pour leur montrer ce qu'on faisait. Et donc, ils nous ont dit qu'on respectait le RGPD sur cet usage-là de détection de masques dans les transports. Ouais. Le sujet, c'est que pour la suite, il faut vraiment qu'on voit ce qu'on souhaite faire. Merci beaucoup Xavier Fischer. Je rappelle que vous êtes le CEO de Datacalab. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. De
retour sur le plateau de Bismart, l'émission. Je suis maintenant avec Jérôme Montantem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Fauchon l'Hôtel à Paris. La crise sanitaire est en fait arrivée très peu de temps pour vous après l'ouverture de l'hôtel, puisque c'était genre 18 mois après, c'est ça? C'est ça, oui. On a ouvert l'hôtel le 1er septembre 2018 et 18 mois après, on se retrouve dans cette crise de la Covid qui était assez stupéfiant. Hein. Je me rappelle de cette soirée du 16 mars où le président de la République annonce le confinement général de la France et qu'on se retrouve à fermer nos hôtels. C'est quand même quelque chose d'incroyable qui n'est pas arrivé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même une référence. Ouais. Et on a un peu l'impression que le monde s'arrête. Ouais, bien sûr. Et puis comme on a une capacité à digérer les choses, vous voyez, c'est assez intéressant cette capacité qu'on peut avoir dans des circonstances comme ça, de capacité à rebondir. Et nous, le 18, on avait programmé un comité de direction et je réunis l'ensemble des managers de l'hôtel et je leur dis voilà, on va se poser 2 questions si vous voulez bien. La première, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour mieux travailler ensemble, pour fluidifier notre fonctionnement tous ensemble et aussi qu'est-ce qu'on va faire pour toujours enchanter plus nos clients. Et tout le monde dit ok, génial. On avait fait un séminaire début janvier qui était pratiquement dans les mêmes sujets et on a dit c'est la bonne opportunité d'avoir un hôtel fermé et de pouvoir se concentrer à 100% sur ces 2 questions. Je dois bien avouer qu'au départ, on ne savait pas trop par quel bout y prendre. Bah oui, je veux bien croire, parce que quand on se retrouve dans un hôtel vide avec son équipe managériale, qu'est-ce qu'on fait? Bah déjà, on va tous à la campagne. D'accord. On est tous repartis. Prendre l'air un peu. Oui, tout à fait. Ouais, c'est exactement ça. Parce que c'est un peu triste, un hôtel vide quand même. Ouais, c'était vraiment... je crois qu'on aurait dû filmer cette soirée où il n'y a plus une voiture sur le boulevard Malesherbes, où il n'y a plus une voiture sur la place de la Madeleine. Ouais. Ça, c'était vraiment incroyable. Mais encore une fois, on a très vite digéré. Et puis, le fait de se retrouver comme ça, même si c'était des réunions à distance par vidéo, c'était juste incroyable parce que tout le monde a réembrayé directement. Et, vous avez dit, en fait, c'est maintenant qu'il faut réfléchir et profiter de ce temps-là pour... faire une réflexion sur mes pratiques managériales, sur l'expérience client au cœur de l'hôtel. Exactement. Et là-dessus, on a été accompagné depuis le début par un garçon que j'aime beaucoup, qui s'appelle Éric Perret, qui est un partenaire d'aventure depuis le début, avec qui on avait écrit les valeurs de l'entreprise. Quand on a ouvert Fauchon Hôtel Paris, on avait écrit les valeurs qu'on appelle accro. Et être accro à Fauchon, c'est aimer faire plaisir pour le A, c'est célébrer pour le premier C, c'est créer des attentions pour le deuxième C, c'est régaler l'essence pour le R, et c'est oser être différent pour le O. Et on a basé tout notre développement de l'hôtel sur ces valeurs accro, avec des valeurs gourmandes qui correspondent à la maison Fauchon. Et puis, quand on dit ça, on dit, on va repenser notre organisation, on va repenser notre façon de travailler, et on fait de nouveau appel à Eric. Et puis, avec Eric, on se rencontre, et on dit, comment on va pouvoir travailler ? En fait, on reprend un schéma qui est un peu différent. On dit, on va travailler l'expérience client. Et pour travailler l'expérience client, on a dit, on va écrire un livre. Au début, on était parti sur un film. Et puis on s'est rendu compte que c'était quand même un peu compliqué. C'est un peu de budget. Mais alors, on a travaillé avec une femme qui est extraordinaire, qui avait vécu 48 heures à l'hôtel et qui a écrit, et Bénédicte, c'est absolument incroyable, elle a écrit Les secrets du succès. Et Les secrets du succès, pour comprendre l'expérience client, c'est un livre absolument génial, où on a 3 expériences clients. L'expérience d'une famille qui vient à Paris avec les enfants, le chien, qui vient vivre une expérience ensuite, comme on aime les faire vivre. Une autre expérience qui est un homme d'affaires qui vient régulièrement à Paris et qui a l'habitude des hôtels de luxe. Et une 3e expérience qui est un couple, un homme qui fait une demande en mariage, qui part de Boston et qui fait une demande en mariage à sa bien-aimée et qui dit « je vais chez Fauchon à Paris pour faire ma demande en mariage ». Et on découvre à travers ça toutes les expériences des clients qui se démarrent. Et toutes les expériences de vos collaborateurs aussi, parce que c'est ça parce que j'imagine que ce livre est surtout dédié à vos collaborateurs, pour que chacun puisse voir un peu des cas pratiques de comportement, de comment je m'adapte, qu'est-ce que le client attend en face, et si finalement le client n'a pas un comportement très adapté, comment je peux réagir. C'est là où ce livre est génial, parce qu'effectivement, il y a 2 volets. Il y a 2 volets. Une page où on a l'expérience client, c'est-à-dire l'histoire, le roman, et de l'autre côté, toutes les leçons qu'on peut en tirer et en fait l'illustration de l'empreinte émotionnelle qu'on est capable de générer chacun dans nos postes. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voulait, c'est que ce soit le cuisinier, le plongeur, le maître d'hôtel, le guest relation ou le directeur général, que tout le monde comprenne bien l'expérience qu'on était capable de faire vivre à nos clients, l'émotion qu'on était capable de partager et comment on était capable d'enchanter chacun de nos clients. Et de bien comprendre que tous ensemble, on était tellement forts pour travailler l'expérience client. Bon, alors vous poussez un peu le bouchon. Alors,
J'ai un patron qui dit « Vive les vendeurs ». Alors là, je le reconnais bien là parce que vous dites « Faire du protocole sanitaire un service en plus ». Non mais vous poussez un petit peu le bouchon quand même. Eh ben moi, je pense qu'on ne pousse pas le bouchon loin et que c'est une réalité. C'est vrai que globalement, ne serait-ce que sur l'accueil à l'hôtel, jamais on a poussé aussi loin les précautions qu'on devait prendre pour accompagner un client. Nous, on a toujours offert un verre de bienvenue, accompagner nos clients à la bibliothèque pour offrir un verre de bienvenue et faire déguster des macarons. Ça, c'était dans notre base de départ. Mais là, maintenant, il fallait encore plus loin. Ne pas prendre l'ascenseur avec un client, ça veut dire accompagner la personne de la bibliothèque jusqu'à l'ascenseur et avoir un autre guest relation qui attend les personnes à l'étage, qui accompagne jusqu'à la porte de la chambre, qui demande si on peut rentrer dans la chambre et qui prend en compte les horaires auxquels les clients vont vouloir qu'on fasse la chambre sans être présent avec eux au même moment, respecter les protocoles qui vont très loin. Mais ça doit être un casse-tête organisationnel quand même. C'est assez énorme. Hein. C'est assez énorme. C'est pas un casse-tête, c'est une organisation. C'est une organisation renforcée. Vous êtes vraiment très positif. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment ces protocoles, vous savez le temps que ça nous a pris pour les travailler. Déjà sur papier, pour écrire département par département, service par service. C'était un gros travail. C'était un des volets d'ailleurs du programme de développement qu'on a appelé Devenir les premiers, parce que la première partie était effectivement basée sur l'expérience client. La deuxième était sur l'optimisation managériale. Et là, il fallait travailler comment on pouvait mieux accompagner nos collaborateurs, mais on a fait également l'excellence en communication et le renforcement des SOP et des procédures de service. Les SOP, c'est quoi ? Les standards opérationnels et qui étaient importants. C'est un travail de dingue, mais qui permet aussi d'être plus fort après la crise. Et je crois que c'est ça la leçon, c'est que tout ce programme qu'on a mis en place... Vous avez la sensation d'avoir encore relevé le standard en faisant ça ? Ouais. On n'a pas seulement élevé le standard. On a élevé le standard et on a élevé le service, le niveau de service et le niveau d'attention qu'on peut avoir avec nos clients. Aujourd'hui, finalement, l'humain n'aura jamais eu autant d'importance et n'aura jamais autant d'importance que maintenant. Nous, on a décidé de rester ouvert pour le deuxième confinement et c'était très important. Non seulement on a gardé notre hôtel ouvert, mais on a dit à nos clients, non seulement vous allez pouvoir venir dormir à l'hôtel, mais on va continuer à vous régaler. Et pour chaque client, on a organisé une salle à manger privée pour faire en sorte que les personnes puissent continuer à se régaler et de vivre dans les meilleures conditions en respectant les protocoles sanitaires. C'est un 5 étoiles, hein, c'est ça ? 5 étoiles, absolument. Et donc, ça reste rentable à d'ouvrir dans des circonstances où j'imagine que votre taux de remplissage a dû quand même chuter ? Rentable, c'est peut-être pas le terme. En tous les cas, on perd moins d'argent en restant ouvert qu'en étant fermé. On a fait une gestion au cordeau, bien évidemment, mais je pense qu'il faut le dire aussi. On peut râler en permanence, et en France, on est un peu les champions du monde, mais je crois qu'on a été merveilleusement accompagnés par le gouvernement. Et on peut dire que le chômage partiel, tous les pays n'en ont pas bénéficié comme nous on en a bénéficié. Les fonds de solidarité, tout le monde n'en a pas bénéficié comme nous on a bénéficié. Donc oui, c'est une grosse perte d'argent sur l'année et qu'on a hâte que ça s'arrête. Mais quand même, on a réussi, en restant ouvert, à générer du chiffre d'affaires et à perdre moins d'argent en étant ouvert qu'en étant fermé. Et puis surtout, on a gardé nos clients. C'est-à-dire, on a gardé nos clients qui étaient nos clients habitués et on leur a dit, non seulement vous pouvez continuer à venir dormir, mais en plus, on va vous régaler et on va vous faire à manger ce que vous voulez. Non, mais j'ai même vu que vous aviez une offre pour spécial confinement à 10 km. En fait, l'idée d'attirer, on en parlait la semaine dernière avec un autre invité qui était Groupe Tayeb. Effectivement, je crois que j'ai compris qu'il y a un vrai sujet autour de attirer la clientèle locale, surtout en l'absence de clientèle internationale. Mais cette crise, finalement, elle aura eu cet enseignement, c'est que les personnes s'aperçoivent qu'ils peuvent se dépayser à 2 pas de chez eux. Avant, pour se dépayser, il fallait prendre l'avion. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que sans dépenser de l'argent dans l'avion, et dit qu'il faut vite que les avions redécollent. Hein, c'est pas le... J'ai bien compris. Mais on peut se dépayser à 2 pas de chez soi, passer un week-end fabuleux, et nous on trouve ça absolument génial. Mais c'est d'abord nos voisins qu'on a envie de gâter, qu'on a envie de régaler au quotidien dans des déjeuners, des dîners, et on sait très bien que tout le monde attend que les restaurants réouvrent, mais passer un week-end à l'hôtel à moins de 10 km de chez soi, c'est vraiment une expérience géniale. Merci beaucoup Jérôme Montantem. Je rappelle que vous êtes le directeur de Fauchon l'Hôtel Paris. Merci d'avoir été avec nous. Et on termine cette émission Duplex 2000 ans avec Fausto Boni, président de 360 Capital. Bonjour. Alors 360 Capital, c'est un fonds de capital risque et vous venez d'annoncer le lancement d'un SPAC qui sera le premier SPAC dédié au secteur technologique en Europe. Alors pour ceux qui ne seraient pas très familiers, SPAC c'est Special Purpose Acquisition Company. Est-ce que Fausto Boni, d'abord, vous pouvez réexpliquer un petit peu comment ça fonctionne un SPAC? C'est quoi l'objet? Bonjour à tous, merci d'abord. La SPAC, c'est une société vide au moment du lancement qui lève de l'argent pour ensuite amener en bourse une société cible
qui recherchent une fois que l'argent a été levé. L'argent est mis sous un compte sous séquestre et donc tous les actionnaires qui rentrent dans les SPAC ont la possibilité de reprendre leur mise à tout moment si la proposition d'accompagnement en bourse de la société cible ne leur plaît pas. Alors, il y a en ce moment, je lisais ça dans Les Échos ce matin, 5 SPAC qui s'introduisent chaque jour à Wall Street depuis le mois de janvier. Évidemment, alors en France et en Europe, on n'en est pas du tout là. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a pris du retard ? Oui, on a pris du retard certainement, parce qu'en fait, les marchés américains étant certainement plus développés et plus riches de cibles que l'Europe, mais pas autant que ça. Donc 250 SPAC contre 2 ou 3. C'est pas explicable. Donc il se peut certainement qu'il y a un excès d'offres aux États-Unis. Certainement, il y a un manque en Europe. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette première SPAC. Alors vous avez choisi de vous positionner sur le secteur de la tech. Pourquoi ce choix précis ? Parce que notre activité, en fait, nous voyons le SPAC comme un des outils de financement des boîtes à forte croissance. Et nous sommes investisseurs dans le capital risque depuis plus que 20 ans. Donc, c'est la tech et le tech-enabled business, disons que c'est notre activité depuis toujours. C'est là où on a les compétences, et dans les compétences pour trouver, nous croyons, les bonnes cibles pour la SPAC aussi. Alors, vous avez choisi de lever vos fonds, 250 millions d'euros sur Euronext. Et cette pépite que vous allez choisir, elle sera forcément française de toute façon ? Non. Pas forcément. On aimerait bien qu'il le soit, mais ce n'est pas nécessairement ce qui se passera. Notre cible est l'Europe. Bien sûr, on regarde de près la France, où on est installé, où on a notre société de gestion, et en fait, où on lance le SPAC. Donc, on serait ravis de faire un investissement français, mais pas. Mais à ces stades, on ne peut pas le promettre ou le dire avec certitude. Alors vous avez les règles, c'est ça, vous avez 2 ans pour trouver la pépite dans laquelle vous allez investir. Du coup, quels vont être les critères de sélection ? Qu'est-ce que vous allez regarder plus particulièrement en tant qu'investisseur ? Nous allons regarder la soutenabilité du business long terme, le taux de croissance, le rapport entre le coût d'acquisition et la valeur du client qui prend. Toutes les choses qu'on regarde déjà dans notre activité quotidienne d'investissement dans les sociétés en early stage, simplement que ces sociétés-là, ce sera certainement beaucoup plus mûr que les sociétés early stage dans lesquelles on est habitué à investir, mais on a vu passer beaucoup de nos cibles dans les années, et donc en fait on les a en quelque sorte suivis, et on connaît un peu quoi regarder pour voir si c'est une société qui peut être valorisée à la hauteur des attentes. Et vous êtes aussi entouré de spécialistes à la fois de la tech et de l'entrepreneuriat. Vous avez notamment à vos côtés Céline Lazorte de Litchi ou Rodolphe Karl de Babylou. L'expertise, c'est aussi la clé pour un SPAC qui va réussir ? C'est tout, je dirais. C'est la clé, c'est certainement la clé. Parce que chercher des cibles, tout le monde peut le faire. Il faut savoir les trier, les valoriser, les convaincre. Donc c'est fondamental. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui reste, on le disait, assez méconnu, ce type de véhicule d'investissement que sont les SPAC. Il va falloir faire preuve de pédagogie aussi auprès de votre cible pour lui montrer en fait quels sont les avantages. Oui, c'est vrai. En fait, jusqu'au présent, mais ça, je crois qu'on est en train de rattraper vite le retard en termes de connaissances. Il y avait beaucoup de misconceptions autour du concept SPAC, qui est au final beaucoup plus simple de ce que les gens puissent imaginer. Parce qu'en fait, c'est une manière de conduire une entreprise en bourse avec, pour l'entreprise, des certitudes ou des avantages très clairs et très nets par rapport à un processus normal. La rapidité, donc en quelques mois, on peut être coté. La certitude sur les prix, parce qu'en fait, c'est une affaire qui est négociée, pré-négociée entre le sponsor du SPAC, donc nous, et la société cible. Alors que dans une introduction en bourse, normalement, le prix est fait par le marché à la dernière minute. Donc, la société est dans le vide pendant un an sur
et ne savent pas combien va être valorisé au final. Et troisièmement, la société peut nous communiquer en fait leurs prévisions, leur business plan pour les années futures, ce qui est extrêmement important pour pouvoir permettre à l'investisseur de racheter un titre à un certain prix ou pas. Donc tous ces trois avantages-là sont à mon avis les facteurs gagnants pour le SPAC dans une introduction en bourse. Deutsche Bank prévoit que les SPAC pourraient bientôt représenter un tiers du marché. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de bulle ? Non, un tiers du marché, à mon avis, c'est même sous-estimé. Je crois qu'on aura, avec les SPAC, plus que 30% du marché sur les cotations en bourse. Et quant à la boule, en fait, il ne faut pas voir les SPAC comme une catégorie en soi. C'est, disons, des véhicules faits pour amener en bourse des cibles. Donc, autant qu'il y a des cibles, si les SPAC sont moindres que les cibles, il n'y aura pas de boules. Clairement, on sait qu'en Europe, il y a aujourd'hui 200, soi-disant, licornes ou sociétés valorisées plus qu'1 milliard d'euros, 5 SPAC. Donc, dans ces 200 licornes, il y a certainement certains qui ne le vaut pas dans les faits, donc ils ne feront pas objet d'un deal intéressant peut-être, mais certainement le gap entre offre et demande aujourd'hui est là. Donc on ne voit pas, certainement en Europe, on n'aura pas de bulle pour le moment. Merci beaucoup Fausto Boni, président de 360 Capital. Merci d'avoir été avec nous. Bismart, l'émission, c'est terminé pour aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve vendredi prochain. Dès lundi, vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end sur Bismart.